Salut les gens, alors pour commencer, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très joyeuse année en espérant que les mois qui viennent soient un petit peu plus fun que l'année 2021. Après, qui dit nouvelle année, dit aussi nouveau décor. Et oui, je pense, vous l'avez remarqué, il y a un petit peu de changement. Et oui, maintenant, je suis plus interne, donc je peux me permettre certaines petites folies. Du coup, je me suis acheté une petite baraque dans le vieux Paris. Enfin, rien de bien méchant, hein, quelque chose d'assez modeste. Enfin bref, je viens de vivre du coup mes premières semaines en tant que médecin, en tant que docteur, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse un retour sur expérience. Le temps passe vite et il y a déjà 3 ans, je vous avais fait une vidéo sur mon premier mois en tant qu'interne en médecine. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la voir peut-être avant de voir cette vidéo. Et du coup, en tout cas, aujourd'hui est venu le temps que je vous fasse la vidéo justement sur mon premier mois en tant que docteur en médecine. Du coup, c'est parti. Alors pour commencer, la première étape, et d'ailleurs j'ai reçu beaucoup de messages sur le sujet, des gens qui se questionnent, je vais vous expliquer, des gens qui me posent la question, bon, maintenant que tu as fini tes études, comment tu fais pour trouver du travail? Et oui, quand les études de médecine sont terminées, comment ça se passe? Dans la tête de beaucoup de monde, et à vrai dire même de la mienne, avant j'imaginais que les choses se passaient comme ça. Excusez-moi, s'il vous plaît, le guichet pour jeunes médecins en recherche d'emploi, ça se trouve où? Ah, borne C. Ok, merci. Alors non, pas besoin d'aller à l'ANPE, et ça c'est le miracle, après ces 10 ans de galère, tu n'as même plus besoin de chercher du travail, c'est le travail qui te cherche. Non, mais j'ai été très surpris, j'avais même pas fini mon internat que déjà je recevais pas mal de demandes, des offres de poste à l'hôpital, mais aussi des demandes en ville de médecins qui me proposaient justement des semaines de remplacement dès que l'internat se terminait. Et c'est vraiment sans exagérer que je dis qu'il y a beaucoup de demandes et tu as vraiment l'impression d'être un petit peu Cristiano Ronaldo lors d'un mercato d'été. Et même après la fin de l'internat, tu reçois souvent beaucoup de messages justement pour des propositions de remplacement, etc. Et même parfois, tu as envie de répondre ça. Maintenant que je pèse dans le game, c'est pas pour me la péter, mais j'ai plus le temps, quoi. Là, il est 19h56, je vais aller manger et prendre ma douche. Faut laisser la star tranquille. Je dis ça en rigolant parce que vraiment, il n'y a pas de quoi se plaindre. Hein, justement, c'est vraiment un plaisir de se dire que niveau travail, il n'y a vraiment pas de souci à se faire, surtout après les 10 ans, on va dire, de galère que j'ai vécu juste avant la fin de l'internat. Du coup, la suite, c'est que je me suis rendu justement dans des cabinets où j'allais me proposer en tant que remplaçant, où on m'avait justement envoyé un message pour me proposer de venir remplacer. Et en gros, quand tu n'as pas l'habitude de ce genre de procédé, tu t'attends à ce que quand tu y ailles, ça va être un petit peu un genre d'entretien d'embauche. Mais en fait... pas du tout. Quand tu arrives, en général, ça se passe comme ça. Bon, tu vois, ici, c'est le cabinet. Donc, le logiciel, tu as vu, c'est celui-là. Bon, on est sur une rétrocession, ok, 80%, secrétariat téléphonique. Bon, ça te va? Oui. Mais vous... Ok, nickel. Bon, super. Écoute, la semaine du 15, c'est bon? Ok, ouais, d'accord. Ah, mais j'exagère même pas, hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe la plupart du temps. Fini les histoires de CV, fini les histoires de lettres de motivation. D'ailleurs, à vrai dire, j'avais jamais compris le délire. Je pense qu'on a tous eu, cette fois, on a dû faire une lettre de motivation pour un truc vraiment qui ne nous motivait pas du tout. J'aimerais beaucoup travailler dans votre établissement car ma passion a toujours été les hamburgers, surtout quand il y a des cornichons d'ailleurs. Enfin, c'est pourri en fait. Du coup, tu te présentes et hop, c'est parti. En plus, ce qui est très gratifiant, c'est que quand tu arrives, voilà, tu sens que tu es considéré comme un confrère, comme un docteur. Alors que juste avant, même si tu étais sur la fin de ton cursus, que tu étais encore interne, voilà, tu sens que tu n'étais pas considéré encore comme un vrai toubib. Hein. Tu étais encore parrainé, tu étais à juste titre d'ailleurs, hein, mais tu étais un peu parfois considéré comme un écolier tout simplement. Et là, tu as vraiment l'impression, non, tu le sens vraiment que tu es un confrère, que tu fais partie de la confrérie des chevaliers de la table des médecins en gros. Ensuite, vient le moment où on passe aux choses sérieuses et où finalement tu commences à faire tes premiers remplacements, tu es sur le terrain. Alors pour le coup, moi j'ai commencé par des remplats où je faisais pas mal de visites. Moi je trouve ça sympa en tout cas de faire des visites à domicile, d'être accueilli chez les gens, surtout quand tu fais des visites à domicile dans un milieu un petit peu rural, entre chaque maison tu as l'impression un petit peu de te promener. Bon, après, il faut aussi savoir trouver la maison des gens. Oui, parce que quand tu te retrouves dans une zone un peu rurale et que tu mets l'adresse des gens dans le GPS, en général, quand il te dit « vous êtes arrivé », tu regardes autour de toi et il n'y a absolument rien.
Bon, je pense qu'il y a une petite erreur là sur le GPS. Bon, à part ça, en général, ça se passe voilà, plutôt bien. Après, il y a aussi les consultations. Tu enchaînes les consultations au cabinet. De toute façon, ça dépend finalement de l'endroit où tu remplaces. Hein. Il y a des cabinets où il y a vraiment énormément de visites à domicile. Il y a des cabinets où finalement, il n'y en a quasiment pas. Donc voilà, il faut alterner et voir un petit peu le mode de pratique qui te convient. Et puis ce qui est vraiment cool quand tu arrives et que tu es vraiment remplaçant, c'est que bah, ça y est, maintenant tu es tout bib. Donc certes, tu t'adaptes un petit peu sur le mode de fonctionnement du médecin que tu remplaces. C'est-à-dire que si évidemment il y a des personnes âgées à voir en visite dans la patientèle, tu ne vas pas dire non, je ne veux pas les voir. Mais je veux dire, tu adaptes par exemple ton planning, voilà, tu gères ton planning comme tu le veux, tu n'as vraiment pas de chef, tu travailles à ta manière et même sur le plan médical, voilà, tu as de compte à rendre à personne finalement. Tu appliques ce que tu sais faire. Après, ce genre de choses, ça peut faire peur aussi à beaucoup de monde. Se lancer dans le bain, justement, tout seul et finalement sans filet de sauvetage juste après les études. Mais clairement, moi, c'est ce que j'attendais. Après, je vous avoue que j'ai déjà utilisé l'appel à un ami. Je vais pas vous mentir. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où je dis, bah mince, là vraiment, je suis tout seul. Je sais pas trop quoi faire. Faudrait bien que j'ai un petit joker. Je pense que je vais prendre un joker, Jean-Pierre. Je vais prendre... l'appel à un ami. Bon bah du coup il m'est déjà arrivé d'envoyer par exemple un message ou d'appeler un de mes anciens maîtres de stage pour avoir justement une petite aide, une petite réponse ou finalement même tes amis, hein, au bout d'un moment tu as quand même un bon groupe de potes médecins sur lequel tu peux compter et poser des questions. Et oui, il faut savoir qu'en tant que jeune médecin, des fois tu te retrouves aussi dans des situations dans lesquelles bah, tu transpires, hein. Surtout que moi je fais pas mal de gardes, donc les gardes c'est des périodes entre 19h et minuit où je me retrouve à faire des visites à domicile dans un secteur donné chez des gens que je connais pas du tout finalement. Et du coup, j'arrive avec ma petite sacoche chez des gens, je les connais pas et des fois, je me retrouve dans des situations où je dis waouh, là, je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Et des fois, c'est inévitable, je suis obligé d'appeler le SAMU. J'essaye de le faire le moins possible, mais parfois, vraiment, il n'y a pas le choix. Par exemple, la dernière fois, j'arrive chez quelqu'un vendredi soir. La personne n'a pas du tout de suivi médical et voilà, je la retrouve, elle est pleine d'eau, mais il y a au moins 20 kilos d'eau. Et là, je me dis, on est vendredi soir, elle est tout seule, elle n'a pas de suivi, je peux pas lui dire, tenez, prenez ces cachets, ça va vous faire pisser, et puis lundi, vous allez voir votre médecin. Voilà, et quand tu es dans ce genre de situation, bah, tout de suite dans ta tête, moi, ce qui se passe, c'est que j'arrive et bim, en fait, avant même que commencer à examiner le patient, je suis déjà en mode, qu'est-ce qui va se passer après? Il faut que j'anticipe, je me dis là, de base, je sens que ça sent l'hospitalisation. Donc, il faut aussi que j'évalue le degré d'urgence, que je prenne ses constantes, etc. Et que je vois si quand je vais appeler le 15, je vais te demander une équipe médicalisée ou juste une ambulance. Ouais, parce que quand vous appelez le 15, vous tombez sur un agent de régulation médicale qui, en fonction de votre demande, vous dirige justement vers différents médecins qui ensuite vont évaluer la situation et voir s'il y a besoin d'envoyer juste une ambulance pour ramener la personne à l'hôpital, ou s'il y a vraiment besoin d'un SMUR, c'est-à-dire d'une équipe de médecins qui viennent sur place et pour faire un transport médicalisé. Sauf que toi, quand tu appelles le 15 en tant que docteur, bah en gros, tu dis bon, c'est bon, là, je suis sur place, j'ai évalué la situation, j'ai juste besoin d'une ambulance. Ça en va de ta responsabilité, quoi, hein. Faut être sûr de ce que tu fais. Alors quand tu es sur place, bah, tu dois penser à ça, dire est-ce que je vais demander au 15 une ambulance, un SMUR, il faut que je l'appelle. Ensuite, évidemment, il faut que j'explique aux patients ce qui est en train de se passer, que je fasse un courrier, et tout ça va très vite, sachant qu'en plus, voilà, tu es tout seul avec ta petite sacoche dans un environnement en plus que tu maîtrises pas, tu n'es pas dans un cabinet, hein. Des fois tu te retrouves dans des endroits aussi très précaires, même parfois insalubres, et tu fais un petit peu avec les moyens du bord. Voilà, faut penser à tout ça, et des fois, du coup, je me souviens, la dernière fois, je me suis retrouvé dans une situation similaire, où je me suis senti un petit peu honteux, parce que sur le courrier, j'ai mis finalement un diagnostic qui n'était pas bon du tout, mais parce que j'étais trop focus sur cet ensemble de choses. Bon, après, voilà, la situation a été gérée correctement, c'est-à-dire que j'étais dans une situation où la personne devait être hospitalisée. J'ai appelé le 15, j'ai appelé une ambulance, j'ai expliqué au patient, je me suis assuré que le patient était stable. J'ai fait un courrier, mais voilà, c'était un patient qui était plein d'eau aussi. Et moi, direct de base, je suis parti sur une décompensation cardiaque. Et quand tout le transfert a été géré, que je suis parti, que j'étais dans ma voiture, j'ai dit... Et pourquoi j'ai une insuffisance cardiaque? C'était de l'acide en fait, hein. C'est-à-dire le contexte n'allait pas du tout avec une décompensation cardiaque, mais vraiment sur le coup, mon cerveau n'était pas focus sur le diagnostic, mais sur la prise en charge rapide et bonne finalement, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions et diriger le patient vers un centre de soins le plus rapidement possible et être sûr que tout se passe bien pour lui. Après voilà, je pense que je me suis un petit peu tapé la honte devant les médecins qui ont sûrement lu le courrier, mais bon, c'est tout. Après la personne s'est retrouvée à l'hôpital et on s'est occupé d'elle.
Ouais, vraiment pour revenir sur ça, petite parenthèse, c'est un petit peu ma hantise en tant que docteur, hein, que jeune médecin, c'est de ne pas faire trop de zèle, justement, envoyer patient trop facilement aux urgences. Et quand je le fais, c'est vraiment faire un courrier quand même détaillé en essayant d'expliquer les choses. Parce que je me souviens en tant que justement interne, j'ai fait des gardes aux urgences, j'ai même fait un semestre de 6 mois. Et parfois, c'est vrai que quand on t'envoie un patient et avec un morceau de papier où il y a 3 mots dessus, bah, tu fais OK. Moi, je ne le connais pas, hein, le patient, je ne sais rien sur lui, je ne sais même pas ses médicaments, ses traitements, je ne sais pas pourquoi tu l'envoies. Donc, ce serait bien un petit peu d'expliquer le pourquoi des choses. Donc, j'ai le souci de faire les choses bien et de faire justement les bons courriers et de ne pas envoyer aussi trop facilement quand on peut déjà gérer pas mal de choses en ville avec nos moyens. Mais parfois, après, évidemment, on se retrouve dans des situations comme ça, surtout quand on est en pleine nuit, chez des patients qui sont un peu isolés. On ne peut pas faire grand-chose de plus que les envoyer à l'hôpital. Bon, finalement, à chaque fois, ça s'est bien passé pour moi pour l'instant. Après, sur ce dernier courrier, comme je vous ai dit, je me suis peut-être un petit peu tapé la honte sur l'orientation diagnostique. Mais ça, c'est juste une histoire d'ego, hein. Ça n'a pas changé grand-chose pour le patient. Justement, j'avais jamais fait autant de visites à domicile et ça permet vraiment d'être connecté avec la réalité du terrain et de voir aussi dans quelle situation et dans quel contexte se trouvent les patients. Et parfois, c'est assez brutal, hein. C'est sûr que moi, en plus, je suis dans la région du Nord, hein, une région quand même qui n'est pas très riche, hein. Ça dépend des endroits, mais là où je travaille en général, c'est quand même des endroits parfois assez précaires et tu te retrouves dans des endroits où tu te dis c'est chaud quand même. Et je pense que c'est important d'être connecté à cette réalité parce qu'un patient, c'est pas juste quelqu'un qui vient à qui tu fais une ordonnance, hein. Il y a tout un contexte, un environnement autour qui est important, je pense, à prendre en compte, à avoir conscience de tout ça justement pour le prendre en charge au mieux, en tout cas quand tu es médecin généraliste, mais aussi je pense quand tu es médecin d'une autre spécialité. Ouais, parce que j'entends souvent, je vois souvent quand j'étais interne, ouais, ce patient il prend jamais ses traitements, etc. Mais là pour le coup, quand tu vas chez les gens et que tu vois où ils habitent, tu fais ouais, c'est chaud, mais là je comprends que le traitement c'est pas forcément le premier de ses soucis ou qu'il a du mal justement à bien les gérer. Quand tu arrives dans des endroits chez des gens parfois qui savent même pas lire ni écrire, où il n'y a aucune aide, enfin franchement des fois c'est des situations alarmantes. Donc bon, content quand même que ça fasse partie de ma pratique. Et franchement j'ai kiffé ce dernier mois, je me suis senti hyper investi dans ce que je faisais, c'est-à-dire que quand tu es médecin remplaçant, c'est toi le tout-bib quoi, hein. C'est-à-dire c'est toi qui gères les patients sur la semaine justement où le médecin traitant n'est pas là. Quand tu es de garde, c'est toi le seul médecin qui est au contact justement du patient, donc c'est à toi de prendre les bonnes décisions, de bien réfléchir, de savoir expliquer aux gens ce que tu fais. Et puis quand tu es médecin, par exemple, dans un cabinet sur une semaine, bah, parfois tu vas être amené à revoir quelqu'un ou tu vas être amené à lui prescrire, je sais pas, une prise de sang et ensuite à checker le lendemain, par exemple, sur l'ordinateur, dans tes mails, à le rappeler, à lui expliquer, parfois à lui dire de revenir ou parfois à lui envoyer quelque chose. Parfois aussi, ce qui se passe, et ce qui se passe souvent même, c'est que tu reçois des appels, des gens qui ont des demandes. Donc, c'est un exercice difficile en fonction de la demande, savoir évaluer, est-ce que non, ça peut attendre, ou est-ce qu'il faut que tu viennes, ou est-ce qu'il faut que je vienne. Donc voilà. Après, moi, j'étais vraiment du style, en plus, je pense, ça c'est un petit peu la jeunesse qui fait les choses, du style à pas savoir dire non. Donc, souvent, les gens appelaient, je disais, bon, bah, passez quoi. Et finalement, je me retrouvais à faire des journées à rallonge, des journées à rallonge. Bon, c'est tout, hein, c'est le temps d'une semaine de remplacement. Je suis encore jeune. Je ne sais pas si c'est le genre de rythme qu'on peut tenir toute une vie. En tout cas, c'est ce que je faisais un petit peu ces temps-ci parce que voilà, je ne me voyais pas dire non. En plus, moi, les gens, je ne les connais pas, je ne suis pas leur médecin traitant. Donc, quand quelqu'un m'appelle pour me dire vraiment là, ça va pas, ou j'ai ci, j'ai ça, j'aurais pas la conscience tranquille de dire bon bah vous voyez votre médecin semaine prochaine ou repassez demain et partir. Non, je me dis si ça se trouve il y a un truc de ouf et je vais passer à côté et ce sera moi le responsable parce que c'est moi le tout bip cette semaine. Donc je préférais dire aux gens venez, on regarde ça et on voit. Et finalement sur le plan médical, bah, ça a été ultra varié, hein. Bah, je peux vous dire que quand je faisais des journées à 35, hein, mon maximum c'est 35-36 actes par jour, c'est-à-dire bah, finalement 36 consultations. Bah, sur le mois tu vois du monde et je peux dire que tu vois plein de situations totalement différentes, du petit truc au gros truc, surtout quand en plus tu enrichis ta pratique avec les gardes, vraiment sur le mois tu te retrouves à faire des choses totalement différentes et là vraiment j'ai kiffé et j'ai pas regretté mon choix de médecine générale et je me suis rendu compte que finalement le vrai aperçu de ce qu'est le métier, bah, c'est quand tu le pratiques vraiment. Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est-à-dire que parfois, quand tu es dans l'apprentissage d'un métier, en tout cas moi je parle de la médecine, quand tu es dans l'internat, bah, parfois tu n'as pas finalement une bonne image ou une image, comment dire, je trouve pas le terme.
vraisemblable, qui se rapproche, je sais pas. Je pense que vous comprenez de ce que ça va être vraiment après. Mais là, comme je suis dedans, bon bah là, c'est tout, il n'y a pas photo, ça se passe comme ça. Et je fais waouh, ah ouais, ça se passe comme ça. Et je suis pas déçu. Voilà, voilà. Et à côté de ça, parlons d'une petite dernière chose aussi, hein, peut-être un petit peu tabou, hein, en France surtout, mais c'est important de le dire. Parlons un petit peu d'argent, de monnaie. Et oui, parce que maintenant c'est terminé le salaire d'interne, hein, c'est terminé. D'ailleurs, je pense que vous avez vu avec le décor et avec ma belle villa dans le vieux Paris. Non, stop les clichés, mais franchement, j'ai pas à me plaindre. Et ça fait très très bizarre d'encaisser de l'argent, je vais pas vous mentir. Quand pendant des années, finalement, c'est jamais arrivé. Quand tu avais en plus un salaire qui t'était versé par l'hôpital. D'ailleurs, salaire dont la somme, je vous l'ai précisé dans une autre vidéo qui s'appelle justement combien gagne un interne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Quand tu as l'habitude de recevoir une petite fiche de paie, c'est différent d'être payé à l'acte. Et puis, il y a une différence de prix aussi. Quand justement, tu vois 10, 20, 30, 40, 50 patients sur une garde de 24 heures aux urgences et que finalement, à la fin, tu es payé 100 €. Bon, là, il y a une petite différence quand même. Hein. Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je parle de mon premier mois. Donc là, vraiment, bon, j'ai bien gagné, mais j'ai des potes qui ont gagné carrément plus, et j'en ai d'autres qui ont gagné carrément moins. Ça dépend finalement de l'activité. C'est-à-dire que si tu fais dans une semaine dans un cabinet où tu fais 40 consultes par jour du lundi au vendredi, bon, tu vas pas gagner pareil que si tu as travaillé lundi, mardi, jeudi et tu as fait une vingtaine d'actes dans la journée. Pareil, ça dépend aussi si tu fais beaucoup de gardes. Les gardes, il faut savoir que quand tu consultes et tu fais des visites à domicile entre 19 h et minuit, bon, c'est pas le prix d'une consultation. Donc là, j'ai pas assez de recul finalement pour vous dire combien gagne vraiment un médecin remplaçant. De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse. Comme je viens de le dire, ça dépend finalement de la pratique. Mais je pense quand même qu'après une année de remplacement, je pouvais faire quand même un petit topo, une petite rétrospective pour vous dire peut-être un peu en moyenne ou selon les activités combien ça gagne. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'accord, et à mettre la petite cloche de notification, comme ça dans un an, si je fais la vidéo, vous serez averti. Bon, en tout cas, ce point argent, quand même très positif et très rassurant pour l'avenir, on va pas se mentir, c'est-à-dire que tu sais que si tu as la santé et la possibilité de travailler, bon, tu ne seras pas à l'abri du besoin, hein, si tu sais en plus gérer ton argent. C'est une chance, mais après voilà, il faut savoir nuancer, il y a chance et chance. C'est-à-dire que j'ai quand même travaillé des années pour en arriver à ce stade. Et même une fois médecin, bon voilà, je viens de vous l'expliquer sur toute une vidéo. C'est un travail quand même assez complexe, plein de responsabilités. Et puis, moi, je ne faisais pas des journées où je travaillais 3 heures, quoi. C'était des journées, je faisais du 9h, 19h, 9h, 20h. Même un peu plus parfois, donc effectivement je pense que c'est mérité, et qui plus est là, ça va faire un petit peu discours centré sur moi. Bon, après c'est une vidéo YouTube, donc elle est aussi un petit peu centrée sur moi, mais bon, je suis pas ici non plus, je suis pas né une cuillère dans la main, une cuillère d'argent sous une étoile, je sais pas, trouvez-moi l'expression à ma place, mais je veux dire, voilà, moi mon père il est éducateur, ma mère elle travaille pas, je viens de Tourcoing, donc voilà, aujourd'hui je suis content d'en être arrivé là, mais c'est le fruit en tout cas pour l'instant de 10 ans de travail. Je vais peut-être résumer d'ailleurs ces 10 années dans une vidéo que j'ai faite juste après avoir terminé, où j'explique que ça n'a pas été un parcours de santé finalement, enfin parcours de santé, c'est un peu une blague hein, là, mais sans le faire exprès, parce que voilà, une étude de médecine, enfin vous avez compris. Et voilà, mais en tout cas c'est une bonne conclusion, une belle leçon qui dit que voilà, finalement tout travail paie, et après ces années de sacrifice finalement, bon, je suis bien content de me retrouver dans une situation où je sens que je suis à l'abri du besoin. Du coup, j'invite tout le monde à se donner justement les moyens de ses ambitions et à se dire que voilà, si plus tard je veux telle situation, tel train de vie, eh bien, je m'en donne les moyens, d'accord. Et surtout aux jeunes, peut-être aux jeunes, je suis pas vieux, hein, mais aux plus jeunes qui regardent cette vidéo, à qui souvent, parce que je fais partie de ces gens-là, à qui on dit par exemple pour être médecin, c'est 10 ans d'études. Et les gens ils font « Oh, 10 ans, c'est long !» Ouais, mais 10 ans, si tu commences à 18 ans, tu finis à 28 ans, bon, 28 ans, t'es pas vieux, sachant que les années qui précèdent, même si t'as pas un salaire de ouf, tu as un salaire d'interne qui correspond d'ailleurs au salaire de pas mal de gens en France. Et une fois que tu as terminé, bon c'est tout, c'est à toi de gérer. Après tu peux décider de travailler à l'hôpital, bon tu auras un salaire fixé sur des barèmes de l'échelle publique, je sais pas comment ça s'appelle. Mais après si tu décides de travailler finalement comme moi
En libéral, bah, tu gères comme tu veux, hein. C'est-à-dire si tu veux travailler à fond et gagner beaucoup, bah, tu travailles à fond, tu gagnes beaucoup. Si tu veux travailler pas beaucoup, travailler et gagner moins, je dis gagner moins parce que finalement, même en travaillant pas beaucoup, tu pourras pas te payer une Porsche, c'est sûr, mais tu gagneras bien, quoi. Si tu veux te faire, je sais pas moi, une petite virée à Disneyland tous les week-ends, je pense que tu peux le faire, hein. Bon, j'espère que ce petit passage sur l'argent ne vous aura pas gêné, mais je pense que évidemment, comme dans n'importe quel métier, n'importe quelle branche, c'est important de parler de cet aspect-là. Je ne suis pas en plus entrer non plus trop dans les détails, ça viendra peut-être avec le temps, mais ça fait partie aussi de l'aspect qu'il faut évoquer quand justement on démarre quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Enfin bref, les gens, voilà, j'ai fait un petit peu le tour sur justement ces dernières semaines de remplacement. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées aussi pour l'avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Alors, soit j'essaierai d'y répondre dans l'espace commentaire, soit j'essaierai justement de les recueillir pour m'inspirer et faire justement une autre vidéo où je développerai peut-être mieux certaines thématiques. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Là, je pense qu'au moment où je tourne la vidéo, nous alentours des 40 000 abonnés. C'est cool, mais maintenant que j'ai un peu plus le temps en plus de m'occuper de la chaîne YouTube, bon, je vous invite à vous abonner et j'essaierai de faire un petit peu plus de vidéos et peut-être que très prochainement, bah non c'est pas peut-être en fait c'est sûr, j'entamerai des vidéos de vulgarisation médicale. Donc finalement ma chaîne, mes vidéos ont toujours évolué en fonction de mon cursus. J'ai commencé des vidéos Facebook au début sur mes galères d'étudiants, puis je suis devenu interne, j'ai parlé un petit peu de ça sur YouTube, et puis finalement maintenant je suis tout bib, et du coup j'aimerais bien aborder des choses médicales pures. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant justement des prochaines nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je le répète encore une fois, bonne année et je vous souhaite que le meilleur pour les mois qui viennent. Et je pense avoir fait le tour, du coup, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!